Ok, donc on reprend en fait la deuxième partie. On va essayer de la faire avec l'ordinateur. Et donc en fait du coup j'ai mis générique de fin que j'ai mis à la fin. Enfin générique de début que j'ai mis à la fin de donc la première vidéo là que je viens d'envoyer. J'ai fait hier sur ce débat entre cette dispute, hein, on va dire, entre Raphaël Enthoven et Monsieur Phi, orchestré par Thomas Durand, et que j'essaye donc son livre en fait c'est l'esprit artificiel et non pas l'esprit de l'intelligence artificielle. Donc on va dire que ce titre là il est destiné à ma vidéo en fait, hein. Puisque c'est comme ça que je l'ai interprété en plus, donc on va traiter de l'esprit de l'intelligence artificielle en contradiction un peu avec la posture de Enthoven qui voit pas en fait la paille du voisin, qui voit la paille sans voir la poutre qu'il y a dans le sien, c'est-à-dire qu'il va parler de l'esprit artificiel en essayant d'avoir une critique un peu envers la jeunesse. Donc petit à petit, à force d'analyser ce débat, j'essaye de comprendre aussi la psychologie du conflit, enfin l'origine psychologique ou sociale ou psychosociale. Et donc comme il y aurait peut-être un conflit de génération un petit peu avec son copain Laurent Alexandre, où il se dirait un petit peu, mais tous ces jeunes là, zététiciens, hyper rationalistes, tous ces jeunes, ils sont peut-être un petit peu stupides et ils ont l'esprit artificiel. Donc je sais pas, je l'ai pas lu ce livre. Bon, il en parle dans son. Donc d'ailleurs là il faudrait que je le mette. Donc tout est parti de là, hein, d'un Enthoven versus GPT. Donc là c'est ChatGPT. Donc là il raconte toute l'histoire, hein, de cette épreuve du baccalauréat. Donc bon tout ça on est dans un jeu médiatique, hein, avec Radio France, tout ça, enfin le buzz. Qu'est-ce qu'il y a, Rocky? Non, reste dehors, vas-y, avec les animaux, voilà, va jouer avec les petits. J'essaye d'apprendre à ma chienne. Hop, séquence animalière. Et voilà, c'était pas prévu, je vous ai dit dans la vidéo d'avant, en fait, ces séquences animalières, elles sont soumises à une loi complètement aléatoire, c'est la loi de l'espace-temps, c'est-à-dire que là, Rocky a décidé de gratter à la porte, il voulait rentrer. J'arrive pas à refermer la porte d'ailleurs. Et donc il gratte à la porte et hop, il y a un intrus qui arrive je suis en train de vous parler de trucs super sérieux et boum. Il y a un phénomène spatio-temporel qui vient dérégler le. J'arrive pas à fermer ma porte. Et donc ça servira à ça, un peu les séquences animalières. C'est d'essayer de comprendre l'aspect inédit est complètement imprévisible, indéterministe, voilà, imprévisible, comment il appelle ça, Morin, souvent c'est l'aspect, l'incertitude en fait, hein, donc là c'est Geisenberg. J'ai essayé de faire ressortir voilà, toutes ces valeurs là importantes, mais c'est vrai qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Donc sans tomber dans ces. Donc voilà, tout est parti de là et on voit bien dans ce geste là qui en fait qui pourrait transcrire une forme d'insolence et d'un autre côté une forme d'autoritarisme un petit peu, hein, donc avec son copain Laurent Alexandre il dit bon les jeunes on va leur apprendre un peu ce que c'est que voilà parce qu'ils viennent du Collège de France, tout ça, enfin tout ce qu'il y a de valoriser dans la connaissance. Et puis là on a une critique plutôt urbaine, plutôt populaire. Et donc c'est là où moi je me situe en fait au milieu un petit peu, où je me situe nulle part, j'ai du mal à me situer justement, étant donné que ça fait 12 ans que je lutte dans le désert. Voici la vidéo donc de ce fameux débat. Et en fait moi ce que je voulais faire c'était aller plus en profondeur dans sa dernière, donc Monsieur Phi, sa dernière vidéo, enfin une de ses vidéos récentes, où là il traite le problème donc de la conscience. C'était conscience donc de la conscience machine en fait, hein.
que le c'était, le c'est le machin, la machine. C'est le truc, hein. C'est ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment, à maîtriser, à reproduire. Donc on va appeler ça un machin. Et par extension, on a créé les machines, quoi, du coup. Donc voilà, cette science qui aurait émergé récemment, la science de la conscience, où il interviewe, donc on va la mettre en anglais, et il interviewe un chercheur dans ce domaine, donc je voulais essayer de voir ça avec vous, en fait ce serait histoire d'approfondir un peu plus à chaque fois que j'avance dans cette analyse, hein, parce que j'ai appelé ça analyse de débat, essayer de franchir des niveaux, un peu des paliers, un peu comme dans le Grand Bleu, là, quand ils font de l'apnée, des plongeurs en apnée, ils franchissent des paliers, où on creuse, on descend dans le détail un peu, ou dans la précision, on affine le jugement, quoi. On essaye de progresser. Et donc le deuxième, c'est un peu ce scandale autour, enfin ce scandale, c'est ce que révèle en fait, donc ça c'est sa toute dernière vidéo, hein, où il voulait. Donc c'est bien, ça donne, en fait c'est un peu comme, moi je l'associe à Lé, hein, forcément ils sont copains tous les deux. Où Lé, il a la suite dans les idées, il a une éthique aussi, il a créé son association Tournesol. Et bon, bah lui, c'est un scientifique vraiment dans l'intelligence artificielle. Et Monsieur Phil, lui, bah, un petit peu, voilà, il s'attaque un petit peu, lui, de son côté, cette dérive de lui. Parce qu'il les a, les 500 000 vues. Mais de voir que c'est des escrocs, en fait, qui fabriquent du fake avec la philosophie, en associant la philosophie en plus à des pensées virilistes, masculinistes, bon, clairement d'extrême droite, quoi, le mal alpha. Donc le stoïcisme alpha, ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes économiques, parce que ça soulève beaucoup d'argent, et puis bon, forcément social, ça crée des injustices. Pendant ce temps-là, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à se nourrir, à se chauffer, des gens à la rue, etc. Pendant qu'il y a des fraudes comme ça sur Internet, en utilisant les failles de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle telle qu'on nous la vend aujourd'hui avec ChatGPT. Donc je pense qu'il fait son travail par rapport à son propre espace-temps. C'est des gens, ils ont vers la trentaine, autour de 30. Donc il est en train de se réaliser, il n'a pas encore, il est dans un processus. Donc il faut reconnaître en fait l'honnêteté, la démarche honnête de ces gars-là quand même. Pareil pour Thomas Durand, hein, je pense, hein, même si bon, souvent je me moque un peu de lui parce qu'il a des côtés un peu, mais très conformistes. Mais voilà, il faut reconnaître les qualités de chacun. Et je fais ça un peu pour qu'on puisse aussi reconnaître les miennes. Où bon, moi, de mon côté, avec mon petit RSA, voilà, c'est ma manière de faire. Mon côté punk, avec mes clébards. Moi aussi je fais avancer les choses dans le sens où bon bah je suis obligé de tout refonder même. Mais enfin je fais rien du tout, je refonde, c'est-à-dire que voilà, moi je fais un travail de conceptualisation très 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 abstrait puisque ça va jusque dans la théorie des nombres et après c'est pour toute la connaissance, hein, donc c'est universel. Donc voilà, c'est un problème, ce problème de l'intelligence artificielle et de la conscience. On voit bien qu'il n'est pas résolu dans la Silicon Valley, sinon il n'y aurait pas tout ce tapage autour d'Elon Musk, des projets de Jeff Bezos et de ChatGPT, tout ça, il n'y aurait pas. Donc on est vraiment dans une question universelle. Est-ce qu'en Asie, en Russie, ils se posent pas la question de la même manière? Mais j'imagine qu'ils se la posent parce que, ne serait-ce que par rapport aux tensions qu'il y a actuellement, les tensions internationales entre l'Occident et l'Orient, j'imagine que même s'ils ils sont dans une posture antagoniste avec le modèle universel de l'ONU, hein, où vraiment le but c'est de faire tomber l'ONU. La question de l'universalisme, elle reste ouverte, hein, je pense, hein, pour tout le monde. Donc ma chaîne elle a fait le tour parce que j'ai une petite trappe là-bas. Alors hop, séquence animalière, voilà, espace-temps qui s'impose à nous.
Elle est passée par une petite trappe là-bas derrière. Va dehors. File. Allez. Allez, laisse-moi faire ma vidéo. Vas-y. File dehors. Allez, va dehors. Dépêche-toi. Va dehors. Elle veut pas. Va voir tes petits. Va voir tes petits et tu me lâches. Parce qu'elle préfère jouer avec moi en fait. Que je lui jette le bâton. Et elle néglige ses petits en fait. Elle s'en fout. Parce qu'elle est jeune en fait. Allez, va dehors. Va dehors. Dehors. Psst, dehors. Allez. Allez, tornade. Non, vas-y. Bon, c'est une chienne, je l'ai pas eu petite, donc je l'ai récupérée, elle avait 1 an et demi. Bon, du coup, là... voilà, là on reprend. Donc vous avez compris, les séquences animalières, c'est pour vous montrer cette découverte que j'ai fait dans le corps humain, à quel point elle est inédite, elle est arrivée comme ça de façon intempestive. Et que même moi, j'ai été le premier surpris de cette guérison et tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu comme ces séquences animalières, ça apparaît comme ça, poum, une émergence, quelque chose. Bon, moi je dirais que c'est un phénomène, c'est un effet du temps sur l'espace. Toujours un moment ou un autre, il se passe quelque chose. Tenter d'expliquer la conscience. Et les auteurs de cet article ne vont pas choisir on une y va, théorie on en rentre un particulier, petit ils vont peu plutôt dans considérer les 6 principales théories, avec l'idée à chaque fois Donc vous avez compris le principe, hein, moi c'est de la philosophie de l'espace-temps, avec donc une conscience, hein, donc c'est la conscience de l'espace-temps. Quand je dis que j'ai finalisé la thèse de Morin, c'est-à-dire que quand il parle de la complexité, un rapport ambigu, contradictoire, complémentaire, antagoniste, c'est justement les propriétés de l'espace, du temps et de l'espace-temps. Donc conscience de l'espace en mouvement du fait du temps. Voilà, on garde ça en tête et on l'écoute. Tirer un ensemble de propriétés indicatives de la conscience d'après la théorie en question, pour se demander ensuite dans quelle mesure on pourrait retrouver des propriétés similaires dans nos IA actuelles, ou s'il serait possible d'implémenter de telles propriétés dans des IA futures. Bon, c'est peut-être encore un peu obscur, mais je vais développer ça plus précisément, mais en tout cas, vous voyez, l'article tente bien de répondre de façon assez concrète et précise à cette question de la conscience dans des intelligences artificielles, en tout cas de façon plus concrète et précise que le livre d'un certain Raphaël. Mais on s'est pas déjà vu quelque part? C'est de l'humour, relisez Bergson, merci. Et parce que ce domaine des sciences de la conscience est quand même pas le plus facile à aborder. Donc on voit bien comment il le provoque. Hein. Ouais, c'est un conflit de génération et un conflit de paradigme de peut-être aussi, hein, où on sent le paradigme classique qui vacille. Peut-être comme à l'époque de Descartes, hein, juste où il y a eu la Renaissance et en pleine Renaissance, où enfin tout le paradigme de l'Église en fait catholique, hein, il est tombé à cette époque-là. Et peut-être que là on se retrouve à nouveau dans un rapport de choc, hein, on va dire qu'il défie l'autorité. J'ai fait appel aussi à un chercheur, Adrien Dourig, que je connaissais un peu déjà, hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, on avait aussi discuté ensemble sur Ah voilà, c'est lui. Donc Adrien Dourig. Twitch il y a quelques temps. Et il va pouvoir comme ça nous éclairer sur le contenu de cet article et peut-être aussi sur ses limites. Vous allez voir. Ouais, voilà, super. Donc là, on va voir vraiment ce que c'est que ce problème d'intelligence artificielle dans les laboratoires, vraiment de façon sérieuse et précise. Je m'appelle Adrien Dourig, je suis un chercheur en neurosciences computationnelles. Je viens de Suisse, mais pour l'instant je suis professeur à Berlin, à la Freie Universität. Mes domaines de recherche, c'est utiliser des modèles d'IA pour comprendre le fonctionnement du cortex visuel. Comme autre centre d'intérêt, il y a les théories sur la conscience et j'ai écrit des papiers sur le sujet, je vais continuer à m'y intéresser. Et donc, que penses-tu de l'approche de cet article en particulier? Je trouve que c'est une approche très bien, je pense que c'est un sujet totalement dans l'air du temps, avec les modèles d'IA qui deviennent de plus en plus performants, ça devient de plus en plus légitime, c'est assez avec les modèles d'IA qui deviennent de plus en plus performants. IA pour comprendre le fonctionnement du cortex visuel. Comme autre centre d'intérêt, il y a les théories sur la conscience et j'ai écrit des papiers sur le sujet, je vais continuer à m'y intéresser. Et donc, Voilà, excusez-moi, j'ai fait un petit cafouillage, c'est direct, hein, tout en direct. Consciousness in Artificial Intelligence. Insight from the Science of Consciousness. Insight, ce qu'on appelle les insights
from the science of consumption. Donc, on part du principe, dans cet article, que l'intelligence artificielle existe, puisqu'on va y placer la conscience à l'intérieur. On va parler de la conscience à l'intérieur de l'intelligence artificielle, en présupposant, donc insight, avec ces insights, donc en présupposant que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et donc c'est là où je parle d'un biais dans ce débat, et dans la société, et dans la civilisation même. Donc dû aux influenceurs, donc je rappelle, ouais, c'était des articles de Google, des laboratoires de Google qui nous vantaient les mérites de leur laboratoire. C'était avant la sortie de ChatGPT, où vraiment ils annonçaient sous une forme un peu améliorée que l'intelligence artificielle était enfin, on avait accédé à ce niveau-là. Et pareil pour la suprématie quantique. Donc non, en fait. C'est-à-dire que le problème, en fait, de l'intelligence artificielle, ce serait ce problème métaphysique qui est là de tout temps, qui est apparu en même temps que la conscience, en fait, chez l'humain. C'est-à-dire, on va essayer de creuser cette question métaphysique que j'ai soulevée pendant la vidéo précédente. Si on utilise mon paradigme, l'espace-temps, on va dire l'artificiel est à l'espace ce que le temps est à l'intelligence. Donc si le fait qu'en fait il y ait une conscience déjà humaine, donc que l'humain soit capable d'avoir conscience de lui-même, de dire moi. Donc c'est ça la question métaphysique. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il s'agit d'une nature propre à l'humain de dire moi? Non, on sait que le cogito, l'ego cogito, à partir du moment où on commence à dire je pense, enfin surtout je pense, donc c'est bon, c'est Descartes. Après le je, vraiment la conscience du moi, elle est plus ancienne, j'imagine, souvent qu'on parle Yahvé, Jéhovah, donc les religions juives, il y a 5000 ans. Donc les Hébreux, c'était déjà là le sentiment du moi. De toute façon, il est même animal, je dirais. C'est-à-dire que chaque animal, chaque individu a en lui-même une petite conscience de son moi propre. Et donc, est-ce que ce serait pas ça la source même de l'intelligence artificielle, si on part du principe que on garde l'intelligence donc pour le temps, pour tout ce qui concerne la cause du mouvement, on va dire, et puis dès qu'on est dans le mouvement propre, là on est dans une construction de l'intelligence, du temps, on est dans un espace en mouvement qui est obligé de représenter, de se représenter, il se dédouble, donc il y a un artifice. Un mouvement, un dédoublement, un artifice. Donc en fait, ça reviendrait à dire que le corps, on va dire l'esprit est à l'intelligence ce que le corps est à l'artifice. Et ça reviendra à dire quelle est la conscience à l'intérieur de l'origine de la conscience. C'est-à-dire qu'il faut un artifice à l'intelligence, c'est-à-dire un corps humain qui dit « moi, je suis un développeur en intelligence artificielle »,
qu'il faut déjà une forme d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce moi, en fait, qu'on construit, que chaque individu construit pour se décrire, en lui-même, déjà, il y a ce début d'artifice, qui peut par la suite, effectivement, après, si on devient une vedette, une star, quelqu'un de connu, on devient un personnage, on devient une personne, on devient quelqu'un même, on va dire. On va pouvoir devenir Raphaël Enthoven ou DJ Mehdi, et là on construit tout un univers, plus ou moins. Bon, si c'est sûr que si c'est dans l'art, on peut aller très loin. Donc, et puis après il y a toutes les dérives aussi psychologiques, hein, la psychologie clinique, hein, où dans les centres psychiatriques, il y a beaucoup de gens qui se sont construits un personnage qui est complètement détaché de leur réalité. Donc l'image typique, c'est quelqu'un qui se prend pour Napoléon. On va parler du syndrome aussi de Galilée, hein. On va me dire j'ai le syndrome. Donc voilà, si finalement ce problème d'intelligence artificielle, il dépasse de loin les informaticiens et les philosophes. C'est peut-être même justement le problème même non pas de la conscience en tant que telle, mais de la source de la conscience, son origine, et de l'inconscient également, du coup, et des illusions de la conscience, et du coup ce qu'il faut réussir à séduire dans une science of consciousness. Donc moi, ce que je voudrais dire là, juste pour reprendre cette expression de cette nouvelle discipline, il y a cette fameuse phrase, hein, de Rabelais, je crois, c'est ouais, science sans conscience, hein. Donc science n'est que ruine de l'âme. Donc peut-être que si on crée une science de la conscience, c'est qu'on se rend compte que notre civilisation et nos sciences actuelles agissent de manière inconsciente, elles manquent de conscience. Donc on va créer une science de la conscience parce qu'une science sans conscience, justement, voilà, et là on tombe dans une... Est-ce que c'est pas ça un peu, ce débat, est-ce que c'est pas une ruine de l'âme un peu, hein de voir à quel point le débat sur des choses aussi essentielles peuvent tomber bas comme ça dans une forme de combat de boxe un peu brutal, et puis bon, voilà, voilà, ce fameux débat, bon, est-ce que ce serait pas une ruine de l'âme tout ça, mon cher Thomas Durand, pour qu'on en soit au point de créer donc, des sciences de la conscience, et qu'en fait Google et compagnie, ils nous auraient un petit peu détourné avec cette intelligence artificielle de quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment fondamental pour toute l'humanité, pour toute la connaissance même, pour la physique et la métaphysique, et voilà. Et ce qui expliquerait du coup toutes ces luttes actuelles entre les conspis, les anti-conspis, les fakes, les no-fakes, les sciences qui sont plus ou moins, et dans lequel les zététiciens sont en train de s'engouffrer, quoi, hein. J'ai l'impression dans un fossé qui se creuse en plus avec le temps. Kandinsky, je sais pas ce qu'il pourrait nous dire là-dessus, mais je pense qu'ils avaient déjà tout compris le problème à l'époque, hein, Kandinsky et compagnie, hein. Moi, j'aimerais bien revenir avec vous sur tous ces travaux. J'ai énormément travaillé là-dessus, hein, toutes les années 20, les années 30, les années 40, tous les plus grands, sur quoi ils travaillaient. J'aimerais bien travailler là-dessus avec vous sur tout ça, mais bon, enfin... Penses-tu de l'approche de cet article en particulier? Je trouve que c'est une approche très bien. Je pense que c'est un sujet totalement dans l'air du temps. Avec dans l'air du temps, ouais, voilà, c'est-à-dire que là on surfe sur la vague, mais on n'est pas dans le... Il aurait fallu vraiment... là, il faut repartir de tout ce qui a été fait à l'époque, hein, de Gödel, hein, de la logique formelle, et puis il faut aller dans la physique quantique, hein, pour résoudre le problème de la conscience, hein. C'est le problème de la mesure, hein, je l'ai dit en conclusion de la dernière vidéo. Là-dessus aussi, hein, j'ai énormément travaillé et là c'est sur les équations, hein, carrément, hein, sur les mathématiques. Modèles d'IA qui deviennent de plus en plus performants, ça devient de plus en plus légitime. Oui, alors voilà, alors la performance de l'IA, c'est pareil, on peut la remettre en question à partir du moment où on mesure la quantité d'énergie
et de données, de data à stocker pour maintenir cette pour arriver à ce niveau de performance entre guillemets. Voilà, on sent quand même qu'il est un petit peu, il est pris dans un déterminisme de formation et voilà. De se poser la question, est-ce qu'ils sont conscients? Pour l'instant, je pense que c'est assez clair que non, en tout cas c'est mon avis. Mais c'est un bon terrain de jeu, il faut déjà commencer à y penser. J'aime bien l'idée de... Alors, il faut commencer à y penser, c'est un bon terrain de jeu. Donc non, je suis désolé, c'est the question fondamentale, le problème de l'intelligence depuis un siècle. Et donc ça fait, et donc les plus grands type Feynman qui étaient des cerveaux, hein, les mecs, ils étaient déjà sur toutes ces questions-là. Pas prendre parti, de juste considérer quels indicateurs les différentes théories proposent. Je pense que c'est bien parce que c'est un domaine tellement peu mûr, les sciences de la conscience, que si les auteurs avaient choisi une seule théorie, ça aurait été super problématique. Alors j'aime bien cette espèce d'approche plus englobante, disons. Eh bien, a priori, tout ça a l'air appétissant. Plongeons donc sans plus attendre. Science de la conscience, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ok. Donc ne pas avoir conscience, dire que ça y est, il est sur là il est à la pointe, là il a créé une discipline, ils ont créé une discipline qui s'appelle science de la conscience, on peut dire que là ils sont vraiment au top de la pointe de la... Alors que j'ai l'impression que cette discipline elle révèle plutôt un symptôme. Plus attendre dans cet article. Il faut déjà commencer à y penser. J'aime bien l'idée de pas prendre parti, de juste considérer quels indicateurs les différentes théories proposent. Je pense que c'est bien parce que c'est un domaine tellement peu mûr, les sciences de la conscience, que si les auteurs avaient choisi une... Ça me fait flipper un peu parce que c'est peu mûr, les sciences de la conscience. Ça me rappelle un peu 1800, William James, vraiment la naissance de la psychologie. Schopenhauer, William James, bon, c'est vraiment les précurseurs de la psychologie. Et c'est bon, même les grands littéraires, Flaubert et tout, hein, c'était des grands psychologues. Et donc la psychologie, j'ai fait l'analyse aussi, ça nous aurait conduit donc, à une dérive idéologiste avec la publicité, le merchandising et la mondialisation marchande et vers voilà, les catastrophes. Et donc cette science de la conscience, quelque part, c'est quoi la différence entre la psychologie et la science de la conscience? Est-ce qu'on n'est pas en train de finalement de réinventer l'eau chaude? Une seule théorie, ça aurait été super problématique. Alors j'aime bien cette espèce d'approche plus englobante, disons. Eh bien... Ouais, je dirais que là c'est pas mal parce que à son époque, maintenant qu'on a avancé quand même dans la technologie, dans la robotique et la cybernétique, effectivement il a un corpus de modèles à comparer. Et on pourrait dire que c'est de la psychologie 2.0, quoi. C'est-à-dire qu'on en est, c'est peut-être le moment de revenir aux fondamentaux de la psychologie, peut-être. Alors je vous invite les auditeurs si vous aimez ça. Donc ouais, William James, et enfin où vraiment les fondements de la psycho, et puis tous les problèmes que les sociologues ont posés, quoi. Mais bon, la psychiatrie et tout ça, hein, c'est là où elle est née aussi la psychologie. Jusqu'à Foucault, et puis aujourd'hui, avec ces avancées technologiques, ces problèmes de langage en informatique, et puis cette limite qu'on a atteint avec la loi de Moore aussi au niveau du développement industriel des microprocesseurs, finalement de tout reprendre à la base, mais avec nos avancées scientifiques et techniques surtout. Enfin oui, les deux, scientifiques et techniques, et donc par contre reprendre les fondements, effectivement. Donc science de la conscience, ce serait une psychologie 2.0 qui serait adaptée à un monde avec du web, avec du multimédia, avec de l'information tous azimuts. A priori, tout ça a l'air appétissant. Plongeons donc sans plus attendre dans cet article. La première section est celle où on sent le plus la patte des philosophes qui ont participé à l'écriture. Ça commence par clarifier ce qu'on doit entendre par conscient, et oui, l'idée c'est bien de parler de conscience phénoménale.
d'expérience subjective, d'effet que ça fait, de quoi il y a, bref, la conscience au sens fort du terme. Puis les auteurs explicitent 3 présupposés importants de la démarche de l'article, et ça mérite vraiment qu'on s'arrête dessus nous aussi un moment, pour bien comprendre où on met les pieds. Le premier présupposé, c'est quelque chose dont j'ai très souvent parlé dans mes vidéos sur la philosophie de l'esprit, le fonctionnalisme. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que ce qui fait notre expérience consciente, c'est que notre système nerveux réalise une certaine fonction dans l'organisme, et par conséquent, si une fonction similaire était réalisée sur un autre type de support, alors une expérience consciente similaire serait réalisée. Autrement dit, la conscience ne serait pas liée à une entité à part, comme une âme immatérielle. J'ai un coup de fil, on fait une pause. Ok, on reprend. Qui interagirait avec le corps, ce ne serait pas non plus intrinsèquement lié à un type précis de support matériel, comme la matière organique. La conscience résiderait plutôt dans la fonction réalisée sur ce support, et qui donc pourrait être réalisée sur d'autres supports, comme un gros ordinateur par exemple. Ouais, donc là il nous explique le fonctionnalisme. Donc on voit bien que voilà, fonctionnalisme computationnel ou computationalisme, c'est-à-dire que cette fonction est calculable, réalisable en support informatique. Donc bon, moi tout ça j'apprenais ça donc en 2003, à 2002, 2002-2003, à l'université. Tous ces auteurs, toutes ces notions, le connexionnisme, etc. Bon, j'étudiais les neurosciences, sciences cognitives. Donc vous pensez bien qu'en 2017, quand je me suis retrouvé avec la philosophie de Wittgenstein confrontée à la théorie de la relativité d'Einstein, confrontée à la philosophie analytique, avec toute la méthode complexe de Morin, bon, le fonctionnalisme, du coup, il était intégré, c'est sûr, toute cette analyse. Et puis bon, voilà, toute l'intelligence de la pensée complexe, elle intègre toutes ces notions-là dans son analyse. Donc du coup, la fonction, moi je parle d'une fonction de régénérescence du corps humain. Donc là, on en est... là, il parle plutôt d'un modèle, en fait, d'une modélisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut mesurer un phénomène qui se passe dans le réel, de façon organique, on peut le reproduire de façon artificielle via une machine. Voilà. Et moi, je parle vraiment d'une fonction qui sera en amont encore, Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fonctionnalisé le temps. Donc là on est vraiment dans la révolution que j'ai opérée au niveau fondamental, jusqu'à voilà, apporter des réponses à Heidegger et à Husserl et à tous ces gens-là, Sartre et tout, qui se posaient à l'époque. Qu'est-ce qui se passe avec le temps, avec l'être, l'ontologie, Sein und Zeit, l'être et le néant, voilà, elle était là la question. Et la réponse, je l'ai trouvée comme ça en fait, en disant si le temps n'existe pas, on n'a pas, avec Rovelli, tout ça c'était comme ça à l'époque. Bon, c'est vrai que j'avais résolu la question sur l'État avec Bakounine, et Marx, ça je vous en ai parlé dans les vidéos, j'étais dans la politique, mais voilà, j'avais aussi en même temps que ma politique, j'avais aussi toutes ces notions-là en tête. Donc, du coup, ça m'a aidé à construire mon axiomatique sens, forme, fonction de fait. Sens, forme, fonction, fait, fini, défini, l'indéfini à l'infini. Bien sûr que j'ai articulé dans tous les sens, que j'ai usiné, j'ai travaillé pour la mettre en phase avec la psychologie du langage, la linguistique, la philosophie analytique, la cybernétique, la philosophie de l'esprit. Il fallait que tout ça, ça puisse se coordonner, se concorder dans un seul et même paradigme. Voilà comment j'ai construit mon axiomatique. On peut aller voir, on pourra aller la voir, mais on peut... Voilà, c'est ça le fonctionnalisme en 2 mots, et il y a plein de bonnes raisons de l'admettre. C'est le type de position le plus consensuel en philosophie de l'esprit. J'en ai parlé souvent dans d'autres vidéos, par exemple dans celle-ci sur le cerveau colossal, qui pousse à bout une conséquence étrange du fonctionnalisme. On sent qu'il y a un malaise quand même. C'est-à-dire que là, c'est pareil, la poutre dans c'est-à-dire qu'il va peut-être un petit peu provoquer Einthoven parce qu'il s'appuie sur un dogme un peu trop classique.
Et alors que bon, quand il dit que dans la philosophie de l'esprit, c'est unanime, on est tous d'accord, enfin c'est consensuel, c'est le fonctionnalisme qui est le paradigme le plus commun. Vidéo, hein, par exemple dans celle-ci. Et puis en fait, moi, quand je vous parle d'une époque un petit peu morbide, un peu glauque, où tout est un peu pathogène, hein, je dirais, où on voit la morbidité un peu de partout, en fait, Thibaut, si je m'adresse à lui, il se trouve que voilà, j'ai découvert la fonction qui répare toute la santé et donc qui peut te faire guérir de ta calvitie. D'ailleurs, on l'a vu en direct se produire sa calvitie. Cette toute première vidéo, elle était en train de commencer, puis maintenant elle est finie, quoi, on va dire. Donc elle est vraiment là. Donc j'ai découvert pourquoi depuis Socrate, depuis Anaximandre, Parménide, les anciens, ils étaient chauves, les gars, à l'époque. L'époque de Leibniz et de Kant est pareil, hein, ils étaient chauds, ils avaient des tocs sur la tête, Louis XIV et tout, pour cacher leur chauvitude. Et nous, à notre époque, 2024, c'est pareil. Donc, et hop, comme une séquence animaliste, complètement inattendue, inédit, 2024, où on parle de sérendipité, mais non, c'est peut-être pas bon le bon terme, mais bon, voilà, il se trouve que derrière le problème de la calvitie, la tête qui fait en plus, qu'est-ce qu'il dit, il y a la fonction de régénérescence du corps humain, pour revenir sur le fonctionnalisme. Donc il y a la fonction, et puis du coup c'est la fonction espace-temps, c'est-à-dire que dans les mathématiques, voilà, c'est l'espace vectoriel, après tout ça, ça refonde tout, hein. Bref. Deuxième Bref. présupposé, eh bien je vais le citer tel qu'il est formulé dans l'article. La recherche en neurosciences a progressé dans la caractérisation des fonctions qui sont associées et peuvent être nécessaires ou suffisantes pour la conscience. Ces fonctions sont décrites par des théories scientifiques de la conscience. Ouais, donc alors que moi je pense que non. Je pense que si vraiment on veut percer le mystère de la conscience, il faut percer le mystère de la matière. De la matière et donc du coup de son antagonisme avec l'esprit, hein, donc de l'antagonisme matière-esprit. Et donc c'est le code neural, à mon avis. Et c'est ce code neural c'est ce même problème qui est à l'origine de notre ignorance au sujet de ce code neural. Là, c'est plus les fonctions vraiment du neurone, c'est vraiment comment le neurone fonctionne, quoi. Hein. Et comment il arrive à faire sa somme d'informations. Et que c'est ça qui nous manque aussi au niveau de la physique quantique. Hein. C'est la même origine. Donc ça fait référence aux 6 théories sur la conscience que l'article va... On va dire, c'est le même impensé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à penser, à conceptualiser, et c'est cette chose, donc la matière noire, hein, ou ce qu'on appelle l'antimatière, enfin tous ces effets-là que la pensée a du mal à modéliser, et du coup, forcément, l'IA, elle est bloquée aussi hein, à ce niveau-là, puisqu'elle est limitée même par la machine, quoi. Hein. C'est-à-dire que même si on arrive à un langage hyper performant, ce sera la machine en elle-même qui bon, après le rapport langage-machine... examiner successivement. Non, là, je pense qu'il y a encore... Mais il faudrait qu'on s'arrête un instant sur la façon dont, de façon générale, ce champ des sciences de la conscience s'est constitué. Parce qu'en fait, on ne connaît pas tellement ça dans le grand public. Ça peut même un peu vous surprendre, peut-être qu'il y ait des sciences de la conscience. Voilà, c'est ça. Ça veut dire quoi, science de la conscience? C'est de la psychologie, en fait. Parce que bon, la psychologie, on peut dire c'est science de la conscience et de l'inconscient. Puis d'ailleurs, comment parler de conscience sans parler de l'inconscient d'ailleurs? Donc il faudrait dire science de la conscience et de l'inconscient. Et je suis désolé, c'est ce qu'on appelle la psychologie. Donc en fait, on tourne en boucle. C'est comme si on... Bon, souvent, moi, je compare ça à l'espace-temps comme ça, comme une boucle qui est rétroactive, donc qui revient sur elle-même. Un éternel retour. Pour faire référence à Nietzsche, pour faire plaisir à notre Raphaël Enthoven. Donc cet éternel retour, certes, mais toujours avec il y a un effet d'espace sur le temps. Donc A égale A si et seulement si A égale A prime. On revoit le principe d'identité de Leibniz en y intégrant le mouvement. Donc je pense donc je suis car je deviens. Je pense donc je deviens.
Je suis donc je deviens, je suis en être en devenir. Et voilà, et à partir du moment où on intègre le mouvement dans la conscience, là on peut... une science de la conscience, c'est simplement, science c'est une explication rationnelle par l'expérience de ce qui se passe dans notre rapport individuel, si on parle d'une conscience individuelle, mais après si on parle d'une conscience collective, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que là on peut aller dans la psychologie sociale. Mais comme ils partent du principe que non, il n'y a pas d'esprit à l'extérieur de la matière, donc on voit bien il y a une rupture en fait entre l'esprit, il nous parle de la philosophie de l'esprit, puis du corps-machine, enfin du corps, de la conscience, au niveau biologique, au niveau du neurone, de la machine dans ses limites physiques, hein, en tant que machine, et puis après notre conscience humaine, et puis l'esprit qui lui, bon, ça va jusqu'à la religion, donc toutes les croyances, Dieu. On voit bien que tout ça, c'est parcellisé, c'est décomposé, c'est éclaté en fait. Toutes ces notions, elles sont éparpillées dans l'espace autour de nous, et on n'arrive pas à trouver un lieu commun. Alors que si on met, enfin, on a du mal à c'est-à-dire qu'on va finir par sortir un peu des banalités, des évidences en trouvant ça complètement extraordinaire, alors qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Et donc ça tombe bien, j'ai un chercheur du domaine sous la main à qui poser la question. Moi, je considère ce champ comme un sous-champ des sciences cognitives, c'est-à-dire on va essayer de comprendre quelle... Oui, donc pour revenir, donc la boucle rétroactive, ça serait ça un sous-champ, c'est-à-dire qu'une boucle qui revient, donc on a créé la psychologie, on va dire en 1920, enfin 1920 la psychologie apparaît dans les labos, et 2020, elle a fait tout un travail, elle a créé les sciences cognitives, elle se retrouve dans une sous-discipline des sciences cognitives, elle renaît en fait, l'éternel retour de Nietzsche. Elle réapparaît sous la forme d'une science de la conscience. Mais c'est cette même psychologie qui est apparue il y a un siècle de ça, où là il fallait simplement, c'était une science du comportement, on appelait ça le behaviorisme. Donc c'était surtout, en premier lieu, on mesurait les comportements humains, et puis petit à petit on a essayé de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Bon après sinon c'était la psychanalyse plutôt. Et puis après sont venus les comportementales, les sciences cognitives, quand les machines sont venues en même temps. Mais voilà, il y aurait eu cette espèce de boucle où en fait on revient au même. Donc quand je dis que le temps est au même, parce que l'espace est à la différence, ce serait ça cet effet d'espace-temps. C'est que c'est la même chose en fait qui revient sous une autre forme. Donc c'est la psychologie qui revient sous la forme d'une science de la conscience. Où là on se re-questionne, donc psychologie, on se repositionne avec tous nos acquis en science. Et on se repose les questions fondamentales que se sont posées Planck, Einstein en leur temps, et tous les autres, et Bergson et tout. On repose les mêmes questions, on remet ça sur le tapis. C'est peut-être ça notre travail aussi, hein, de Sisyphe, hein, toujours recommencer, mais à chaque fois de façon plus performative. Hein. Donc c'est pour ça que cette idée de sous-discipline, elle m'a plu là, dans cette démonstration. Je suis revenu sur ce qu'il a dit, parce que c'est un peu ça, on creuse, on fait le tour, on revient et boum, on se retrouve en dessous. Mais du coup on a avancé quand même. On fait une pause musique, parce que je vous l'ai mis hier, et du coup je fais une pub. Ah mais je sais pas si on peut lire là. Ah c'est les paroles, ah bah on va les garder. Je fais une pause musicale en fait pour rester dans le contexte, parce que il est super ce titre. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Petit préambule, cette... Mais non, Facebook. On n'a pas droit à l'erreur en fait avec l'informatique. C'est pour ça que peut-être qu'ils ont travaillé sur les codes de correction d'erreur.
Et donc comprendre ce que c'est que l'humain, il est fait d'erreurs, en fait, d'heuristiques comme ça, et tout est fait d'erreurs un petit peu, et qu'on arrête de focaliser sur l'exactitude et l'aspect dur de la physique. Et quand on comprendra un peu la nature de l'erreur, et ben là, du coup, paradoxalement, la physique et les sciences deviendront plus précises. On se la met, on fait une pause musicale. Je fatigue un peu. Contenu, donné, limite, ciblé, profil, donné, le reste d'un monde connecté. Contenu, donné, limite, ciblé, profil, donné, le reste d'un monde connecté. Nous a séparés. Nous a séparés. Steve Bannon, Google, Facebook, Amazon. Ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas. Projet Steve Bannon, Google, Facebook, Amazon. Ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas. Moderne technologie, interne psychologie. Nous transforme en produit. Nous vend mais c'est gratuit. SCL sans énergie. Nous analyse et nous transcrit. Christo se liquidifie. Ligne de données sur ordi. Intelligence artificielle pour contenu personnalisé. AZT sur le clavier, obligé de les semer. Labyrinthe enclenché, même avec c'est largué. Cambridge Analytica, m'analyse comme des EA. Mais j'ai cette sens, plein d'aisance. J'pense danse, équilibre mon essence. Rien à voir avec finance, qui gère la France et nos souffrances. Au cartel de Sinalena, veut que je ne sois qu'une data. Réduit à rectangle carré, mais ma vie vaut plus que ça. D-A-T limite, ciblé, profil, donné, le reste d'un monde connecté. Donné, limite, ciblé, profil, donné, le reste d'un monde connecté. Nous a séparés. Nous a séparés. Manipulation mentale, illusion digitale, culte de personnalité, profil sur piédestal, société polarisée, tout le monde sa vérité. Escape ma touche préférée, invisible mon succès. Nous ne sommes plus objectifs, nous ne sommes plus constructifs. Ordinateurs choisissent pour nous, qui shoot encore le shérif. Génération médulisée, génération numérisée. Tout est plus créatif, film, photo pour visiter. La musique se frotte les mains, j'ai un œil à BlackRock. T'as qu'à rentrer sur sa fin, toi tu l'as que te croques. Mais comment les futurs, ça tu ne connais pas. Ouais, j'avais dit dans la première vidéo là qu'on pourrait aller voir ensemble, donc j'en profite, là on est sur mon ordinateur. On arrête la pause musicale, merci Rockin' Squat. On aurait pu aller voir ce que c'est que la définition de la philosophie de l'esprit là. Parce que c'est un peu ça, comment j'ai appelé cette série d'analyse de débat, l'esprit de l'IA. Donc l'esprit de l'intelligence artificielle, où je dis qu'en fait, bon, au départ, on ne sait même pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. Est-ce que ce serait pas simplement l'esprit même, un peu, qui est artificiel en tant que tel, dans son rapport à la nature, au temps, et qu'en fait la nature elle est obligée de composer un artifice en permanence, donc ce qu'on appelle la culture du coup, et c'est cette force de projection artificielle de la nature qui génère la croissance de toute chose. Donc un effet d'espace-temps, hein. Donc l'esprit est autant ce que l'espace est à la matière, ou alors la nature est autant ce que l'espace est à la culture, avec un espace en mouvement du fait du temps, à cause du temps. Le temps serait la cause du mouvement. Voilà. Donc ça c'est ma proposition depuis 12 ans, et puis on va comparer un peu avec la philosophie de l'esprit, comment ils définissent ça. Et en vous rappelant bien, hein, c'est des notions, ça, la philosophie de l'esprit, je m'y intéressais dès 2001, 2002, j'avais des cours à l'université à ce sujet-là. Donc, pour vous dire que tout le travail que j'ai produit toutes ces années, il ne vient pas de nulle part. Donc la philosophie de l'esprit de l'anglais, Philosophy of Mind, est une branche de la philosophie qui se propose d'étudier la nature de l'esprit.
ainsi que sa relation avec le monde physique. Hein. Le problème corps-esprit, entendu au sens large. Le problème de la relation des états mentaux au corps. Donc voilà, c'est ce que j'ai résolu en 2012. C'est-à-dire que l'esprit est autant ce que l'espace est au corps. Donc j'ai commencé, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur le problème P égale NP, les fondements maths, un nouvel algèbre, une nouvelle arithmétique, hein, parce que j'ai commencé par résoudre ce problème-là en fait. Une philosophie qui se propose d'étudier donc la nature de l'esprit. Donc la nature de l'esprit, ça serait le temps, ainsi que sa relation avec le monde physique, ce serait l'espace. Le monde physique, ça serait l'espace, et la nature de l'esprit, ça serait le temps, et la relation, eh ben, c'est tout ce que j'ai découvert derrière. Donc toutes ces nouvelles mathématiques, parce que bon, l'intitulé de mon labo, c'est la relation espace-temps, qui est au fondement du tout. Non pas l'espace-temps en tant que tel, en tant qu'objet, parce que justement ça n'a aucun sens, le temps n'existe pas, il est cause de l'existence. C'est vraiment cette relation ambiguë, où l'un se confond dans l'autre en fait un petit peu, donc c'est ce dédoublement de l'espace du fait du temps, où du coup on va parler d'un dédoublement du temps, quoi. Du coup on comprend plus, voilà, c'est cette incompréhension. Moi souvent j'utilisais le terme d'impensé, un pensée fondamentale, que j'ai résolu depuis 2012, et je suis encore en guerre, donc Philippe Guimand qui me ridiculise encore, qui se fout de ma gueule, tout le monde, Étienne Klein qui fait comme si de rien n'était, après je m'en prends à, vous voyez faire, un Aurélien Barraud, tout ça, j'en peux plus. Hein. Donc le dualisme corps-esprit et le matérialisme sont les deux principales écoles de pensée qui ont donné une réponse à la question de la nature de l'esprit et de sa relation avec le monde physique. Donc voilà, dualisme corps-esprit. En philosophie, le dualisme, c'est la thèse selon laquelle l'univers est constitué d'une substance matérielle et de substance mentale. Donc c'est ça que j'ai résolu, hein. C'est que j'ai mis l'espace-temps et hop, voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai finalisé la thèse de Morin, c'est ce qui lui manquait pour refonder Descartes en fait à Morin. Il fallait mettre l'espace-temps au milieu. Et le matérialisme, comment ils définissent? Système philosophique qui soutient non seulement que toute chose est composée de matière, mais que fondamentalement tout phénomène résulte d'interactions matérielles, y compris l'esprit de la conscience. Donc ça, c'est ce que nous a dit Machine, ce que nous a dit dans leur débat, où ils disent non, l'esprit il est lié au cerveau, c'est-à-dire que tout ce qui émane du cerveau c'est l'esprit, et tout ce que le siège de l'esprit c'est le cerveau et pas ailleurs. C'est ça le matérialisme. Donc moi avec mon espace-temps, du coup ce que je dis c'est que bon, voilà, en plus c'est bien, il y a ma petite fonction là dedans, c'est que bon, nous on est un espace-temps. Okay. Le fait, cette métaphysique fondamentale, on va dire que Kant et tous les plus grands essaient de résoudre, le fait de l'ego, le fait de dire moi, d'avoir conscience. Donc le petit bonhomme, il est là, il a conscience de lui-même. Bon, et du coup, il va dire moi, je. Donc lui-même, c'est cette petite conscience qui lui permet de dire je. Enfin, c'est cette fonction spatio-temporel qu'il y a donc dans toutes ces cellules, voire tous les atomes, toutes les molécules. Donc ce qui permet donc à Raphaël Enthoven d'utiliser le terme d'atome de pensée, molécule de pensée, ou une mitose de pensée, comme vous voulez. Voilà. Si c'est cette même fonction universelle qui fait tourner donc la fonction que j'ai découverte dans le corps humain, qui guérit de la calvitie et qui répare toutes les dents, toute la santé, la conscience du moi et ses désordres justement parce qu'elle est reliée à toutes les molécules, à tout son corps, voire aussi donc à l'extérieur. Donc, enfin, voire aussi, c'est ça. C'est qu'après, comment faire la distinction entre l'esprit qui se déroule dans sa propre tête, et puis un esprit, donc c'est là où cette nouvelle science de la conscience, elle peut être intéressante,
de ce point de vue-là, c'est qu'on va peut-être découvrir, grâce à ces jeunes chercheurs, ces formes de conscience collective, comment pousser la psychologie sociale, quoi, au-delà des influences, simplement des jeux d'influence, et comprendre un peu les mécanismes physiques qui se cachent derrière, en plus l'influencing, derrière la conscience individuelle de l'individu, donc en comprenant la conscience machine, justement tout le temps c'est comme ça qu'on progresse, hein, c'est avec des ersatz, en faisant des projections, des outils, avec des outils techniques, on comprendra du coup mieux nos relations, nos interactions avec les autres, avec le groupe, pourquoi ça passe mal quand il y a des déviances, qu'on pourra mesurer de façon peut-être même physique, quoi. Et que du coup les machines, on arrivera à les intégrer dans un environnement qui sera plus cohérent avec notre fonctionnement propre, parce qu'on aura dépassé le behaviorisme, enfin on l'a déjà dépassé, mais même les thérapies comportementales, toutes ces thérapies qui semblent un peu magiques, mais dont on n'explique pas. Par exemple, les TCC, elles vont utiliser des flashs lumineux comme ça pour soigner des troubles obsessionnels compulsifs. Waouh, super, ça marche, mais par quelle magie, quoi? Pourquoi? Comment des stimulations comme ça visuelles peuvent soigner des troubles du comportement répétitifs comme ça, un peu d'ailleurs incompréhensibles même au niveau de leurs symptômes. Donc voilà, c'était vraiment un problème fondamental, ce problème corps-esprit, quoi. Donc c'est vrai que moi je me demande un peu, bon, faut dire, moi je me fous de votre gueule un peu depuis des années, hein, en arrière-plan, hein, parce que je me dis, mais ils sont vraiment trop cons, quoi, de m'ignorer comme ça. Alors je vous vois faire vos débats à 2 balles, du coup, quoi. Du coup ça donne ça fait des débats un peu complètement stupides. Alors qu'il aurait simplement fallu à l'époque venir vers moi au lieu de me criminaliser, là, comme l'État a fait, et dire mais qu'est-ce que c'est que ton truc là où tu nous parles d'espace-temps, de corps et d'esprit. Bah oui, aujourd'hui je suis en train de dire que j'ai peut-être découvert cette fameuse grammaire universelle de Chomsky, hein. Bon, la philosophie de l'esprit vise à comprendre la nature des phénomènes mentaux, non pas directement sur des bases empiriques, mais principalement par le biais d'une analyse de concepts mentaux. En ce sens, elle se distingue de la psychologie cognitive, qui est une étude également de la philosophie de la psychologie, les phénomènes mentaux concernant les organismes où ils apparaissent. Oui, voilà, le cognitivisme, c'est vraiment le langage, dans quelle zone, la zone de Broca et tout ça. Alors que là, on est purement conceptuel. Dans la philosophie de l'esprit, c'est vraiment... donc il y a une arnaque, hein, quelque part. Parce que si on est purement dans le concept, alors effectivement, on sait le concept pur, ça nous conduit à la logique, hein, donc c'est tout le... voilà. C'est ce qui est à la base des mathématiques, hein, même, hein, le concept pur, hein, par le biais d'une analyse des concepts mentaux. Donc c'est vraiment la source du langage et de la pensée, de la connaissance. Mais à partir du moment où on sait que le neurone opère une somme, c'est une sommation, on l'appelle le soma, il fait une sommation. Et que ce calcul, calculus, ce calcul du soma, il nous échappe, on n'arrive pas à le quantifier, on n'arrive pas à le mesurer. Ouais. Donc comment prétendre aller plus loin, pouvoir aller plus loin? Et c'est pareil pour la physique quantique, hein, comment elle peut prétendre résoudre le problème du correcteur d'erreur, la correction d'erreur avec les ordinateurs quantiques, à partir du moment où la physique quantique ne sait pas résoudre le paradoxe de la forme de Young ou des choses comme ça, ou de l'effet Zeeman, ou... c'est-à-dire voilà, il y a des fondamentaux qu'il faut savoir. Bon après, des fois, ils sont tellement fondamentaux qu'on se dit de toute façon, si ça se trouve, on n'y arrivera pas avant 2000 ans. Ah tiens, donc là on y est, Husserl, voilà, Descartes.
Donc là, après, ils partent un peu aperçu historique. Donc tout ça, c'est ce que j'arrête pas de vous parler tout le temps, hein, de toute façon. Enfin, j'essaye justement toujours... Donc voilà, c'est-à-dire que chercher tout le temps le fondamental, effectivement, ça peut être stérile à partir du moment où c'est tellement fondamental, corps-esprit, donc si on s'arrête là-dessus, effectivement, la science, elle avance plus. Hein. Donc il faut y aller voilà, avec ce qu'on sait. Mais moi, en fait, le défi que je me suis lancé, voilà, j'ai essayé de relever le défi du 21e siècle, hein, que nous a posé Morin. Le défi, c'est que je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment, justement, où ces grandes questions qui restaient encore irrésolues, sans prétendre non plus les résoudre totalement, c'est-à-dire que, voilà, en acceptant cette démarche poétique et littéraire de Raphaël Enthoven, donc, l'aspect incommensurable du cerveau, du mental et de l'esprit, on l'accepte, on le reconnaît en mettant la fonctionnalité espace-temps, donc de l'espace en mouvement à cause du temps, ou du temps à cause du mouvement de l'espace, comme vous voulez. Encore que peut-être ça a une importance de changer le sens, mais bon bref. Et hop, là on se retrouve avec une nouvelle fonctionnalité, un truc qui refonde les maths, la médecine, tout, et de façon positive en plus, hein, on va dire, constructive, fertile, et en même temps qui reste magique et complètement, et auquel on peut pas non plus, qui garde toute une dimension inexplicable et indéterminée, imprévisible. Incertaine. Mais la certitude absolue, ce serait donc cet espace-temps. Donc là, après, il faudrait que je vous fasse une démonstration, vraiment, que je prenne le temps de vous, comment j'en suis arrivé à ces concepts, à cette conceptualisation dure qui m'a donné la certitude que l'espace-temps, enfin cette relation avec ces deux concepts, n'était pas comme les autres mots, avec une fonction vraiment dans la nature de toute chose. Bon, voilà, enfin, je vous fasse la démonstration. Mais bon, je crois que là on avance. J'essaie vraiment de creuser avec vous. Je creuse. On continue un peu, peut-être un petit peu de creuser aussi avec le chercheur en sciences de la conscience. Où les différents modules vont se battre un peu et un module va gagner et il va être projeté dans le workspace. Ah ouais. Donc là après il nous explique son principe bon, vraiment là dans le détail. Et vous voyez cette lutte, ce combat, ce match, hein, ça ressemble au débat. Justement, on va se le réécouter, tiens. Et on va voir que c'est le paradigme qui domine actuellement, quoi. On est dans une logique de match. Ingrédients. D'abord, il doit avoir des modules spécialisés. Mais le match, dans le sens, voilà, il y a deux forces qui s'opposent et qui se bataillent. Donc, il y a une lutte pour l'espace et le temps. Hein, un rapport d'espace-temps comme ça, c'est ça un match de foot. Hein. On a 90 minutes, il faut aller mettre le ballon dans le camp adverse. Donc, c'est une lutte pour l'espace-temps. Hein. Un module spécialisé, c'est une partie du cerveau qui s'occupe d'un certain type de choses. Par exemple, processer des visages, disons. Donc, l'idée, c'est qu'il y a ces modules qui sont capables de faire des choses intéressantes, mais disons limitées dans leur étendue. Ensuite, quand on donne des inputs au cerveau, chaque module va les processer et tout ça. Et ensuite, il y aura un moment crucial où les différents modules vont se battre un peu et un module va gagner et il va être projeté dans le workspace. Ouais, donc on met en fait on crée une force entre deux modules et c'est de cette force que va émerger une réponse dans un champ, un workspace. Donc moi en fait là où j'insiste un peu par rapport à mes découvertes, c'est que je dis non, il va falloir aller plus loin et comprendre vraiment ce qui se passe dans cette lutte. C'est comme dans la mesure du mouvement brownien en physique quantique, hein, vraiment, hein, comprendre vraiment la nature du mouvement. Par quelle magie la mise comme ça en interaction
d'une chose avec une autre, enfin là c'est un module avec un autre, nous permettent, quand on lui apporte un terrain de reproductibilité, il va nous apporter une solution sans en connaître la nature en fait. Ni de cette solution, parce que la réponse ça reste toujours un petit peu imprécise, et ni de ce processus en cours. Comment connaître mais là je suis vraiment dans la question du pourquoi. Qu'est-ce qu'il me dit USB inconnu? Dans la nature du pourquoi, c'est vraiment... Oh là là, Windows, qu'est-ce qui m'emmerde, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Internet qui a sauté, même pas, je sais pas ce qui... Le workspace, c'est centré à l'avant du cerveau, mais après ça irradie, si on veut, toutes les parties du cerveau. Et ça va projeter cette information du module qui a gagné. Ouais, c'est l'intentionnalité. C'est là où vraiment l'humain s'est développé par rapport aux autres espèces animales. C'est qu'il a développé son préfrontal. Et c'est tout ce qui concerne l'intentionnalité. Bon, à toutes les autres parties du cerveau qui pourront ensuite utiliser cette information. De sorte donc l'intentionnalité, c'est une notion forte en phénoménologie de l'esprit. Sorte qu'on puisse par exemple parler de notre expérience consciente par la parole, appuyer des boutons, se diriger dans le bon endroit. Et on peut utiliser... Ouais, la conscience de l'espace-temps. Déjà parler par la parole, bon, cette expression, c'est la conscience de la conscience de la conscience, c'est-à-dire qu'on a déjà la conscience du soi, de soi-même, qui est infinie, un peu divine, quoi, comme disait Lamy. Et puis après, on a la conscience de ci, de ça, on a la conscience qu'on est un homme ou une femme, qu'on est français, et puis on a conscience de son corps, de sa main, de ses pieds, voilà. Et c'est toujours une conscience. C'est toujours une conscience de beaucoup de manières différentes. Ce phénomène de beaucoup, même du tout. De projeter l'information à toutes les autres parties du cerveau, ça s'appelle le broadcasting. Et l'information qui est broadcast, c'est l'information qui est perçue consciemment selon cette théorie. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une info qui part dans tout le cerveau, c'est ce qu'on appellerait, entre guillemets, la conscience. Et alors que, ouais, voilà, si on parle d'une conscience de l'espace-temps, ça sera encore plus fondamental. Ça ne serait pas simplement le cerveau qui enverrait une partie de l'information vers son ensemble. Donc là, un peu les problèmes P égale NP, comme on essaie de les résoudre aujourd'hui avec le problème des 3 couleurs, ou voilà, mais avec des exposants, mais vraiment de façon totale et ubique. Hein, holographique, quoi, on va dire, vraiment elle soit partout et nulle part, enfin en même temps, comme la gravité, où vraiment on comprenne la conscience de l'espace-temps, qu'il y a une fonctionnalité unique à l'intérieur de toute source de mouvement en fait. Hein. Et du coup, le neurone, il aurait cette capacité-là d'interagir, alors d'accord, de recevoir les informations qui viennent de lui-même, donc avec cette intentionnalité qui revient sur le broadcast, ce champ qui revient sur notre cerveau, mais en même temps qui soit relié avec toute son intériorité, tout le corps, et puis en même temps c'est un système ouvert, le cerveau aussi, il a 5 sens qui le pénètrent, hein. L'ouïe, l'odorat, la vue, bon, même on parle d'un 6e sens. Donc voilà, la conscience, ça serait vraiment quelque chose d'encore plus fondamental qu'une zone ou un phénomène, une fonction du cerveau, comme on pourrait appeler la fonction, donc l'aire de Broca, par exemple, la fonction du langage, ou même, bon, il y a différentes fonctions, il y a des zones dans le cerveau pour lire, d'autres zones pour écrire, des zones pour parler. Mais ça nous il reste cette clé à comprendre vraiment sur la nature du langage. Donc vraiment, et la nature de la conscience. Donc voilà, un paradigme qui nous mette un socle commun, quoi, pour éviter de confondre en fait peut-être ces choses-là entre elles, quoi. C'est-à-dire la conscience du cerveau sur lui-même et après la conscience du cerveau sur son corps,
sur son esprit, sur son âme, sur son imaginaire, son inspiration, son intuition. Voilà, ça peut être vraiment... c'est-à-dire que la conscience, elle est beaucoup plus large que ça, quoi. Elle peut aller beaucoup plus loin qu'un simple feedback du cerveau sur lui-même, comme ça, avec un champ de... Diffusion, peut-être en français. Diffusion. Ouais, on pourrait dire diffusion. Comme à la télévision, il y a une Un champ de diffusion, voilà. antenne qui va diffuser une émission. Pour deux. Comme à la télévision. Ouais, voilà, donc on est dans c'est le cinéma, en fait. C'est un peu le cerveau aussi qui se projette lui-même et qui se fait son cinéma. Une image intuitive, on pourrait se représenter les modules comme plein de petits services dans une grande administration. Les services fonctionnent en parallèle, Au secours. de façon indépendante. Chaque service est spécialisé dans une tâche spécifique et produit régulièrement des rapports d'activité qui peuvent ensuite être envoyés à d'autres services connexes. Ouais, voilà, hein, donc on est vraiment dans 1984, on reproduit le modèle encore du stalinisme, on recommence les mêmes erreurs à chaque fois qui se reproduisent dans les mathématiques. Ça, c'est parce qu'on n'a pas résolu Gödel et tout ça, hein. Toute cette époque-là, les logiciens de cette époque, Turing. Donc on est toujours dans ce même modèle de développement. Et c'est pour ça que ça part en vrille au niveau écologique et au niveau démographique aussi, hein, où il faut vraiment trouver une nouvelle approche des sciences qui soit plus en phase avec la nature. Parce que là, voilà, on ne voit pas de petites fonctionnalités bureaucratiques très... Oh là là, il y va fort, et doucement avec ta petite sœur. Hein. Moi, je me mêle de leurs histoires. Tornade joue un peu avec eux, là. Elle n'est pas du tout maternelle parce qu'elle est trop jeune. Et puis, elle est déjà un peu fofolle, elle, d'entrée. C'est un peu bizarre, ce chien. Allez-y, Gouigou, on va rentrer. Bon, voilà. Donc, il y a 1 heure, c'est pas mal. C'était une pause animalière. Complètement imprévue, là, c'est parce que là, la nuit va tomber. On a dû changer d'heure, je pense, ouais, carrément. Donc, du coup, j'ai plus d'électricité. Donc, on va couper. Et puis, on l'enverra demain. On s'arrête sur... Et ainsi de suite. Par exemple, on aura un service qui traite des données visuelles et fait un rapport chaque fois qu'un truc ressemble à un visage. Ce rapport... Ouais, ça fait flipper, hein. C'est vrai que cette approche de l'intelligence... voilà, très bureaucratique, très voilà, fasciste un peu, donc on va mettre hypno, non, hippo je crois, voilà pour finir. Non, c'est pas le bon. Zippo, pas hippo, j'ai confondu. Allez, on se met ça. Après on coupe le PC, j'ai plus de jus. Réjouissons-nous, voilà le temps du Google. Miracle de l'omniscience humaine via Google Images, ça y est, on a dépassé le Google Cap. Il n'est plus de chemin qui ne soit sur Google Maps. Tu seras le bienvenu sur la Google Earth si tu t'assures d'être à jour avec les Google Mœurs. Genre pour surfer sur le net avec ton Google Phone, il est conseillé d'utiliser Google Chrome. Télécharge Google+, tu seras moins Google seul. Bientôt des Google Plus dans ta Google Gueule. Réalité augmentée dans tes Google Glass. Maintenant t'es au courant de tout ce qui se Google passe. Dans ta Google cuisine tu fais de la Google food. Ton Google frigo pas ton Google four. Alors, elle est pas belle la Google vie. T'inquiète, elle te réserve encore quelques Googleries. Il faut que tu restes informé via Google News. Fais gaffe si t'es pas connecté, c'est la Google lose. Partage avec tes proches tes Google coup de cœur. T'as le choix, vas-y pioche dans la Google culture. Arrête de penser, Google pense. Rejoins-nous, envoie ton CV à Google France. T'auras un Google salaire et une Google car. Chez nous c'est Google sympa, on se Google marre. Vous allez voir, on va vous inonder de Google gadgets. Dans 40 ans tu vivras sur une Google planète. T'appuieras sur des boutons dans ta Google baignoire pour oublier que t'as des trous de Google mémoire. C'est fini, this is the Google End. Va mettre ton Google zizi dans tes Google Friends. Bientôt tu réaliseras qu'il est Google trop tard. Mais tu seras déjà devenu un Google connard. Google Google Google
bientôt sur Freestyle TV.